Cette capsule va porter sur les collisions, donc la section 10.5 du volume. Essentiellement, je vais faire des exemples, en fait, des exemples de collisions où on va utiliser le principe qui est ici, alors qu'on a déjà évoqué dans la capsule précédente. Quand on a un système isolé, et ça va être le cas dans une collision, eh bien, la quantité de mouvement totale du système est conservée. Donc, si on a deux objets, on va dire P1I plus P2I égale P1F plus P2F. Puis on va commencer à partir de maintenant à noter la somme des quantités de mouvement. On va la noter P majuscule. Ici, on en a deux, on pourrait même en avoir trois, quatre, etc. Par exemple, quand on casse au billard, on a la balle blanche qui arrive sur un paquet de balles. Donc à ce moment-là, on aurait plusieurs quantités de mouvement. Alors P majuscule, la quantité de mouvement totale du système. Alors la quantité de mouvement, elle est conservée dans un système isolé, ce qui va être le cas dans une collision. Avant de faire des exemples, on va définir trois types de collisions auxquelles on va avoir affaire. Premier type, ce qu'on appelle une collision élastique. Alors, une collision élastique, c'est une collision dans laquelle les forces de contact, les forces d'impact entre les objets, ce sont des forces conservatives. Euh, Par exemple, si on avait un ressort entre deux objets, deux chariots, il y en a un ressort, les chariots rentrent en contact, le ressort s'écrase, ensuite les chariots repartent. Le ressort, une force d'un ressort, c'est une force conservative. Donc à ce moment-là, on va avoir de l'énergie potentielle. On peut imaginer qu'est-ce qui se passe quand le ressort s'écrase. L'énergie cinétique des chariots devient de l'énergie potentielle dans le ressort. Puis ensuite, quand on repart, le ressort va se décomprimer et va restituer l'énergie potentielle sous forme d'énergie cinétique. Donc, dans ce cas-là, on peut utiliser le principe de conservation de l'énergie mécanique qu'on a vu au chapitre précédent. Donc, c'est un principe de plus qu'on va pouvoir utiliser. L'autre type de collision, ça va être des collisions inélastiques. Alors, dans le fond, c'est l'inverse, c'est lorsque les forces de contact entre les objets sont non conservatives. Par exemple, si j'ai un joueur de football qui plaque un autre joueur de football, bien évidemment, la force de contact entre les deux, c'est pas du tout une force conservative, donc ça va être une collision inélastique. On a même une sous-catégorie des collisions inélastiques qu'on appelle les collisions parfaitement inélastiques. Donc ça arrive lorsque les forces de contact sont non conservatives, mais qu'en plus, les deux objets restent collés ensemble après la collision. Je reprends l'exemple que je viens de donner des joueurs de football. Donc si on a un joueur qui en plaque un autre, mais qui s'accroche après, puis que les deux ensemble bougent par la suite, donc vraiment collés ensemble, ça va être une collision parfaitement inélastique. Donc dans cette capsule-ci, on va commencer par les collisions inélastiques. Donc les collisions élastiques, on va laisser ça pour une autre capsule. Donc je vais faire deux exemples. Un premier exemple de collision parfaitement inélastique, donc la troisième catégorie, et un autre exemple ensuite de collision inélastique. Mon premier exemple, ça va être une collision parfaitement inélastique. C'est basé sur ce qu'on appelle le pendule balistique. Alors le pendule balistique, ça permet de trouver, de calculer la vitesse d'une balle qui sort d'une carabine, comme c'est le cas ici. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a une carabine qui va tirer une balle, et la balle est tirée dans un bloc de bois, comme vous voyez. Alors on a choisi le bloc de bois pour qu'il soit, dans le fond, assez épais, assez compact pour empêcher que la balle passe à travers. Donc qu'est-ce qui va arriver? C'est que la balle va se figer dans le bloc de bois, et évidemment le bloc de bois va se déplacer. Donc je vais faire jouer ici pour qu'on voit qu'est-ce que ça donne. Alors vous avez vu qu'est-ce que ça a donné, je vais le refaire jouer ici au ralenti. Alors le bloc de bois monte jusqu'à une certaine hauteur après qu'on ait tiré la balle. Alors comme donnée, plutôt que de prendre celle du vidéo, on va prendre celle-ci qui vient de l'exemple 10.9 de votre volume. Donc on nous dit un peu d'histoire ici, là, le pendule balistique a été inventé en 1742 par Benjamin Robbins. Donc c'est un dispositif qui nous permet de trouver la balle d'une arme à feu. Alors on a les données ici, la balle a 1,8 grammes comme masse, donc ça c'est facile à prendre en fait, soit avant ou après. Elle est lancée et pénètre dans un bloc de bois. Alors on a là aussi la masse du bois qui est facile à mesurer, un demi-kilo, donc qui est suspendu par deux cordes. La balle s'immobilise dans le bloc et le système oscille. Après la collision, le centre de masse atteint une hauteur de 3,2 cm par rapport à sa hauteur minimale. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a vu qu'on avait mis un quadrillé quand on a filmé. Alors c'est assez facile de mesurer de combien le centre de masse s'est élevé par rapport à sa hauteur initiale.
On demande quel est le module de la vitesse de la balle juste avant la collision. Donc on a le schéma ici. On va avoir la vitesse de la balle juste avant ici, le bloc de bois qui est au repos. On a identifié M1, M2. Après que la balle se soit stabilisée dans le bloc, l'ensemble des deux bouge à une vitesse, c'est une vitesse commune. Alors c'est bien une collision parfaitement inélastique puisque les deux objets sont ensemble, donc ils forment un seul objet après la collision. Et troisième étape, notre bloc va monter jusqu'à 3,2 cm de hauteur. Donc on a vraiment trois étapes différentes, juste avant la collision, juste après la collision, puis ensuite la troisième étape, quand le bloc a monté à 3,2 cm. Alors c'est une collision parfaitement inélastique. On peut dire que le système est isolé durant la collision, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres forces qui agissent que la force d'impact, si ce n'est que la force de gravité. Bien sûr, la balle va avoir un poids, le bloc va avoir un poids aussi, mais bon, pour ce qui est du bloc, d'abord, lui est tenu par les cordes, donc en fait, son poids est compensé par les forces de tension qui sont ici, donc ça s'annule. Puis pour ce qui est de la balle, oui, elle va avoir son poids, mais on peut penser que ce poids-là, il est ridiculement petit par rapport à la force d'impact. Donc on peut en fait le négliger durant cet intervalle de temps-là, le court intervalle de temps que va durer la collision. Alors on va pouvoir appliquer le principe de conservation de la quantité de mouvement. On va dire P total initial égale P total final, donc entre ces deux situations-là. Ensuite, ici, on a mis notre système d'axes XY. La collision a lieu en X. C'est sûr qu'après, on va monter en Y, mais juste avant puis juste après la collision, on est seulement en X. Donc ici, là, on va simplement écrire PIX égale PFX, puisqu'en fait, on est seulement selon l'axe des X. Et ensuite, on y va comme ça. Alors, on pourrait remplir l'équation directement comme ça, parce que c'est assez facile. Avant la collision, on a juste la masse de la balle qui est en mouvement. Donc, on va avoir M1 V1 initial plus 0. Ça, c'est avant la collision, puisque le bloc de bois ne bouge pas. Donc, on a seulement ça. Après la collision, les deux sont en mouvement, mais les deux sont en mouvement ensemble. Donc, on peut dire M1 plus M2, qui sont ensemble, fois leur vitesse commune, qu'on va appeler vitesse finale. Alors, c'est notre égalité. On a les masses M1, M2. Par contre, on n'a ni la vitesse initiale, ni la vitesse finale. Donc, on a deux inconnus dans notre équation. On est donc obligé d'arrêter là. On ne peut pas appliquer d'autres principes de conservation parce que l'énergie n'est pas conservée ici. C'est une force non conservative. Évidemment, la friction de la balle quand elle rentre dans le bloc de bois, c'est une force non conservative, donc l'énergie n'est pas conservée. Par contre, on a une troisième situation. Et là, ici, ce qu'on peut se dire, c'est que entre la situation 2 et la situation 3, là, l'énergie mécanique est conservée parce que là, la balle, elle a fini de faire son mouvement dans le bloc. Elle est rendue ici, puis elle est maintenant solidaire du bloc. Et à partir de ça, là, l'ensemble va monter, mais on a donc une vitesse, donc de l'énergie cinétique, puis ça va être transformé en énergie potentielle gravitationnelle quand notre pendule va monter. Alors, si on néglige la friction de l'air, mettons qu'on néglige la friction de l'air sur le bloc pendant qu'il monte, eh bien, à ce moment-là, on peut dire que l'énergie va être conservée. Donc, on va pouvoir dire qu'entre la situation B et C, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire comme ils ont fait, j'aurais dû appeler VB puis VC pour ne pas les mélanger, puisqu'on a trois situations, donc initiale et finale, c'était pas si clair. Donc, je pourrais écrire ici que l'énergie est conservée. Donc, l'énergie mécanique totale en B va être égale à l'énergie mécanique totale en C. Or, en B, on n'a que de l'énergie cinétique, si on considère que notre hauteur de référence, c'est ici. Donc, on n'a que de l'énergie cinétique. Alors, 1 demi m VB au carré. Puis, dans la situation C, là, on est monté à notre point le plus haut. Donc là, on n'a plus que de l'énergie potentielle gravitationnelle, donc mgy. Alors, si on met les chiffres là-dedans, on va avoir 1 demi. La masse ici, c'est la somme des deux, comme ceci. VB, c'est ce qu'on cherche.
De l'autre côté, on a encore la somme des deux, puisqu'ils sont encore ensemble, fois G, fois Y, qui est 3,2 cm, donc 0,032. Donc, on a les masses, mais en fait, ils vont s'annuler. Donc, on les a comme ça de chaque côté. Alors, vous voyez, on va être capable de calculer notre vitesse VB. Ça va être tout simplement 2G fois 3,2 cm racine. Alors, pour VB, ça va donner 0,792 mètres par seconde. Donc, c'est la vitesse que ça donne. C'est pas si élevé. Donc, c'est normal. C'est le gros bloc de bois qui a cette vitesse-là, avec la balle aussi. Mais maintenant, VB, en fait, c'était VF dans notre autre situation de tout à l'heure. Donc, là, on peut revenir. C'est ce qui nous manquait. Alors, on va maintenant pouvoir mettre... ici, on avait la balle. Donc, 1,80 grammes. Alors, je le mets en kilogrammes, bien sûr, 0,0018 pour la masse de la balle. On cherche sa vitesse, donc ça c'est inconnu. De l'autre côté, on a les deux masses, donc 0,0018 plus le bloc de bois. Alors, le bloc de bois, c'est 1 demi-kilo, hasard 0,5. Puis la vitesse finale, ben, c'est celle qu'on a trouvée à côté, 0,792. Voilà, avec ça, il ne nous reste plus qu'un inconnu. Ça va être la vitesse de la balle qu'il faut isoler. Alors ça donne 221 mètres par seconde pour la vitesse. C'est très élevé, mais c'est normal. En fait, c'est une balle qu'on tire avec un fusil, donc c'est assez normal que la vitesse soit si élevée. Alors pour résumer un petit peu le problème, on a appliqué deux principes de conservation différents. On a dit entre A et B, qu'est-ce qui est conservé? C'est la quantité de mouvement, puisque c'est un système isolé. Par contre, l'énergie n'est pas conservée parce qu'on a une force non conservative entre la balle et le bloc de bois. Entre B et C, qu'est-ce qui est conservé? C'est l'énergie mécanique, puisqu'on passe de l'énergie cinétique à l'énergie potentielle. Entre ces deux situations-là, on n'a aucune force non conservative, on néglige la friction de l'air, donc l'énergie mécanique est conservée. Par contre, entre B et C, on n'aurait pas pu dire que la quantité de mouvement était conservée, parce qu'entre ces deux situations-là, là, on a le poids qui est vers le bas, qui agit durant tout ce mouvement-là. Alors, le poids, c'est une force extérieure qui fait un travail, qui ralentit les masses d'ailleurs. Donc, la quantité de mouvement, le système est plus isolé, donc la quantité de mouvement n'est pas conservée dans ce mouvement-là. Le deuxième exemple qu'on va faire, cette fois-ci, va être en deux dimensions. Donc, on a deux rondelles ici, la rondelle jaune, la rondelle bleue, qui se dirigent l'une vers l'autre, mais ils sont légèrement décalés, comme vous pouvez voir ici. Donc, on a ici avant la collision, celle-ci va à 3 mètres par seconde, l'autre va à 2 mètres par seconde, parfaitement horizontale pour les deux. Et on a les masses qui sont ici, donc ils n'ont pas les mêmes masses, 1,2 et 2,4 kg. Ensuite, on a comme information qu'après la collision, alors, vous voyez, la balle jaune, ou plutôt la rondelle jaune, va être déviée par la balle bleue. Elle va s'en aller après la collision à 47 degrés par rapport à sa direction initiale. Donc, c'est ça qu'on a comme information. Et on a aussi mesuré sa vitesse, c'est 1,5 mètres par seconde. Donc, on connaît dans le fond ce qui se passe avec la rondelle jaune après la collision. Et la question, c'est calculer la vitesse de la rondelle bleue après la collision. Donc, non seulement le module, mais on va aussi calculer la direction. Et la question B ensuite, quel est le pourcentage de perte d'énergie? Donc ça, on va pouvoir répondre à cette question-là après. Des fois, ça arrive qu'on ne sait pas si c'est une collision élastique ou inélastique. Comme ici, si on n'avait pas posé la question B, mettons, là, on n'aurait pas pu savoir au départ, est-ce que la force d'impact entre les deux rondelles, est-ce que c'est une force conservative ou non? Donc, il aurait fallu qu'on nous le mentionne. Et si on ne le mentionne pas, donc on ne nous dit pas si c'est élastique ou inélastique, on est obligé de faire comme si c'était inélastique. Autrement dit, on ne pourra pas appliquer le principe de conservation d'énergie. Par contre, on a un système isolé. Alors ici, on suppose qu'il n'y a aucune autre force qui intervient que la force d'impact durant la courte collision qu'on va avoir. Donc, on va appliquer le principe de conservation de la quantité de mouvement. Alors cette fois-ci, vu qu'on a deux dimensions, alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va bien sûr représenter notre système d'axes pour que ça soit bien clair. Alors, notre système d'axes, il va être comme ceci, x, y.
Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire deux colonnes. Donc en bas ici, je vais me faire une colonne pour les X, une colonne pour les Y. Donc, je fais ça ici. Alors les X dans cette colonne-là, les Y dans cette colonne-là. Et puis ensuite, la quantité de mouvement est conservée puisque c'est un système isolé. Donc, on va écrire ici P initial en X égale P final en X. C'est un P majuscule. C'est sûr qu'à la main, c'est pas évident si c'est majuscule ou minuscule. C'est majuscule dans le sens que c'est la quantité de mouvement totale, avant et après. Et puis ensuite, on met nos chiffres là-dedans. Donc, la quantité de mouvement est conservée. Qu'est-ce qu'on a avant la collision? On a notre balle jaune qui a une masse de 1,2 kg qui se dirige vers la droite à 3 mètres par seconde. Donc, la quantité de mouvement, c'est le produit de la masse fois la vitesse. Donc, on va avoir, je vais le mettre tout de suite les chiffres, là. On va avoir 1,2 kg fois une vitesse de 3 mètres par seconde vers la droite. Ça, c'est pour la balle jaune. Ensuite, la balle bleue, elle a 2,4 kg, puis elle se dirige à 2 mètres par seconde vers la gauche. Donc, on va avoir plus 2,4 fois moins 2 mètres par seconde. Donc, je mets mon signe moins puisque la vitesse est négative. Alors, ça, c'est avant la collision. Après la collision, on a l'information seulement pour la balle jaune. Il va falloir trouver sa composante en x, donc la composante en x de sa vitesse, qui va être positive dans ce cas-là. Alors, ça va être 1,5 cosinus de 47. Donc, on pourra dire qu'après la collision, sa quantité de mouvement, c'est sa masse, 1,2, fois sa vitesse, 1,5 cosinus de 47. Alors, ça, c'est pour la balle jaune. Ensuite, bon, j'ai tassé un petit peu ma barre ici parce que je manquais de place. On va avoir la bleue. Alors, la balle bleue, elle, on ne le sait pas. Alors, on connaît sa masse, c'est 2,4. Ça n'a pas changé. Mais sa vitesse finale en x, on va l'écrire comme ça. Donc, Vfx, qui est inconnu et qu'on cherche. Alors, comme vous voyez, on a notre conservation de la quantité de mouvement avant, après la somme des deux. Puis le seul inconnu, ça va être notre vitesse finale en x pour la balle bleue. Donc en fait, il s'agit de pitonner tout ça et calculer notre vitesse. Alors ça donne moins 1,01 mètres par seconde. Donc notre composante en x pour la balle bleue va être négative. C'est assez logique ici, puisqu'elle se dirigeait déjà vers la gauche. C'est sûr que ça aurait pu changer, ça aurait pu arriver qu'elle aille vers la droite, puisque la balle jaune avait quand même une vitesse assez élevée, mais sa masse était plus petite, donc c'est quand même assez logique que la balle bleue garde une vitesse encore négative en x. Pour les y, alors on va faire la même chose ici. On va écrire conservation de la quantité de mouvement, donc PIY total égale PFY total. Et bon, ici, avant la collision, c'est simple, il n'y a aucun mouvement en Y. Les deux balles vont en X, donc 0 pour Y. Puis après la collision, on a la balle jaune qui va donc sa masse 1,2, sa vitesse, la composante en Y, ça va être 1,5 sinus de 47. Donc 1,5 sinus de 47. Donc ça c'est la balle jaune en Y après la collision, c'est positif. Puis ensuite, on va mettre ici la masse de la balle bleue fois sa vitesse finale en Y. Je ne mets pas de signe pour l'instant. On verra qu'est-ce que ça va donner pour le signe. Alors, encore une fois, on a un seul inconnu. Alors, on peut le calculer. Donc, vitesse finale en Y. Alors, ça donne moins 0,55 mètres par seconde. On trouve un signe moins. Ça, c'est certain qu'on allait trouver un signe moins parce qu'on n'avait aucune quantité de mouvement Y avant la collision. Puis la balle jaune, elle en a une en Y positif après la collision. Donc, c'est sûr que la balle bleue, ça va être négatif. Ça, c'était certain. On a nos deux composantes. On peut peut-être les représenter. Donc, on aurait moins 0,1, moins 1,01 pardon, pour la composante en X, moins 0,55, donc ça donne quelque chose comme ça. Alors, si on veut, pour répondre à la question, on pourra aller calculer l'hypoténuse, donc le module de la vitesse.
Alors quand on fait ça, là, ça donne 1,15 mètres par seconde. Donc ça serait le module de la vitesse de la balle bleue. Puis on pourrait calculer l'angle qu'on a ici en faisant une tangente. Donc supposons que je l'appelle θ. Alors je vais dire tangente θ égale opposé, ce sera 0,55. Je prends la valeur absolue, autrement dit la mesure du côté, sur 1,01. Et donc je peux calculer mon angle comme ça. Alors, ça me donne 28,6 degrés. Donc, je pourrais répondre en faisant le schéma comme ça, puis en indiquant l'angle. Ou encore, si je préfère donner l'angle par rapport à l'axe des X positifs, ben, j'ajouterais 180. Donc, ça me donnerait 208,6 degrés par rapport à l'axe des X positifs. Maintenant, quel est le pourcentage de perte d'énergie? Donc, la question B. On va tout simplement calculer. Alors, les formes d'énergie qu'on a, c'est l'énergie cinétique. Ici, on n'a pas d'autres formes d'énergie mécanique que ça. Donc, on va simplement calculer l'énergie cinétique totale avant, l'énergie cinétique totale après, puis on va voir le pourcentage de perte. Donc, ici, avant. L'énergie cinétique. C'est une demi mv carré, là, donc je vais le calculer directement. On a une demi pour la balle jaune, 1,2 kg fois 3 pour la vitesse qu'on avait, plus pour la balle bleue, 2,4 pour sa masse, sur 2, fois sa vitesse, elle c'était 2 au carré. Donc avec ça, on peut calculer l'énergie cinétique totale. L'énergie cinétique, c'est un scalaire, donc peu importe que la balle aille vers la gauche ou vers la droite, c'est toujours positif. Alors ça donne 10,2 joules pour l'énergie totale avant. Alors on va faire la même chose maintenant après. Donc après la collision, on va avoir K égale. Alors une demi, la masse de la balle jaune n'a pas changé, c'est toujours 1,2 et sa vitesse c'était donné, c'était 1,5 au carré. Pour la balle bleue, encore une demi fois 2,4 et la vitesse qu'on avait calculée, c'était le module 1,15. Donc 1,15 au carré. Alors encore une fois, on peut faire le total. Ça donne 2,9 joules cette fois-ci. Donc on constate qu'il y a une perte d'énergie cinétique. Cette perte-là, c'est dans la collision. Il y avait une force inélastique, certainement, dans la collision. Donc, il y a eu une perte d'énergie cinétique. Où elle s'en va, cette énergie-là? Elle se transforme en un autre type d'énergie. Donc, souvent dans une collision, il y a du bruit, par exemple, qui va être émis. Donc, c'est une certaine quantité d'énergie. Il va y avoir aussi souvent une déformation des surfaces. Donc, il va y avoir un petit creux qui va se creuser dans la surface, par exemple. Il va y avoir un échauffement, donc des pertes thermiques, etc. Donc, il y a une partie de l'énergie qui est dissipée, perdue. On nous demandait le pourcentage de perte d'énergie. Donc, on peut calculer le pourcentage de perte, ça serait l'énergie perdue sur l'énergie initiale. Donc, l'énergie perdue, ça serait 10,2 moins 2,9. Ça, c'est ce qu'on a perdu sur l'énergie initiale. Donc, ça va nous donner le pourcentage de perte. Alors, c'est environ 71% dans ce cas-là.